Bonjour à tous et bienvenue sur Télésud. Les engagés, c'est votre émission, c'est toutes celles et ceux qui servent des causes et des combats. Vous la connaissez désormais. C'est parti, générique. Eh bien, dans ce nouveau numéro des engagés, j'ai le plaisir de parler d'une grosse organisation que vous connaissez. Elle va fêter ses 50 ans. Cette organisation, cette ONG s'appelle Greenpeace. Et j'ai le plaisir de recevoir le patron de Greenpeace, Jean-François Julliard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Greenpeace. Ça va ? Ça va bien. Dans quel état d'esprit vous êtes ? On reste combatif chez Greenpeace. Ouais. C'est vrai que c'est 50 ans d'une organisation comme la nôtre, c'est une vraie aventure et en même temps, on va en discuter, mais en même temps, il y a peu de raisons de célébrer cet anniversaire tant l'état de la planète est alarmant. Et tout ça avec le sourire. Parce qu'il faut rester optimiste, mais ce qui nous rend optimiste chez Greenpeace, c'est qu'on est dans l'action, c'est-à-dire qu'on essaie d'agir un peu partout sur cette planète pour lutter efficacement contre tous les fléaux qui touchent notre environnement. Et bien justement, restons dans l'action. On va tout de suite, ce que je vous propose et à ceux et celles qui nous regardent, c'est de parler de l'actualité globalement climatique et environnementale. Vous êtes d'accord ? Absolument. C'est parti, tout de suite. Alors, monsieur le directeur général, justement, le changement climatique aura des effets négatifs sur la santé humaine, d'accord ? Vous confirmez ? Et le changement climatique est-il plus que jamais un enjeu international majeur quand on parle de réchauffement climatique ? Est-ce qu'aujourd'hui, la France a pris beaucoup de retard ? Oui ou non ? Alors oui, la France a pris beaucoup de retard, mais elle n'est pas la seule. C'est-à-dire que si le problème était franco-français, on serait presque satisfait, parce que finalement, ça voudrait dire que les autres pays font ce qu'ils devraient faire. C'est pas le cas. Donc la France a pris beaucoup de retard, mais la France a pris beaucoup de retard au sein d'une planète qui a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que cette urgence climatique, elle est mondiale aujourd'hui. Les scientifiques qui travaillent sur ces questions-là ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Il y a eu encore cet été un rapport du GIEC, ce groupe d'experts qui travaillent sur l'évolution du climat et qui disait que finalement l'urgence climatique est plus grande que jamais, ce phénomène s'accélère encore, donc grosso modo ce qu'ils disent c'est qu'on a une décennie pour agir, donc 2020-2030 grosso modo, pour réduire la courbe des émissions de gaz à effet de serre qui est responsable de cette crise climatique. Et malheureusement quand on regarde le niveau des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, ils ne sont pas bons parce qu'on continue à les augmenter année après année alors qu'on devrait les baisser. Et un pays comme la France les baisse, comme la plupart des pays européens, mais ne les baisse pas suffisamment rapidement. C'est-à-dire que la France devrait être exemplaire et elle ne l'est pas, malheureusement. Toujours avec les opérations coup de poing. Oui, toujours. Qu'on connaît de Greenpeace. Oui, toujours, parce qu'il faut à un moment donné savoir se faire entendre aussi. Il faut marquer les esprits. Il faut que ça suscite une sorte d'électrochoc au sein des citoyennes et des citoyens qui ne sont pas encore mobilisés sur ces questions-là, et puis que ça bouscule un peu les personnalités politiques, les acteurs économiques. Donc c'est notre façon de faire, et je pense qu'aujourd'hui cette façon de faire, elle reste légitime, elle reste nécessaire, parce qu'il faut encore marteler que l'urgence climatique est là et qu'il faut transformer nos sociétés, sinon on ne parviendra pas à lutter efficacement contre ce combat. Monsieur le directeur général, justement, Emmanuel Macron, le chef de l'État, il se positionne souvent en garant de l'accord de Paris. Et vous cognez souvent régulièrement le chef de l'État. Pour quelle raison vous le dézinguez ? Parce qu'en fait, depuis le début, c'est-à-dire depuis son élection, on a senti qu'il y avait un double discours. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est positionné très fortement sur ce sujet-là, effectivement, dès le début de son quinquennat en 2017. C'est tombé au moment où Donald Trump a été élu quelques mois plus tard, et c'est au moment où Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris. Donc effectivement, Emmanuel Macron a eu une opération de communication énorme, extrêmement bien médiatisée et tout ça, et il s'est positionné
positionné en champion de la Terre, en défenseur du climat, en protecteur de l'accord de Paris. Mais le problème, c'est quand on regarde de près ce qui est fait, notamment en France, mais même en Europe, où la France a un rôle extrêmement important à jouer, et bien finalement, le compte n'y est pas. Donc c'est ça qui nous agace particulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir Emmanuel Macron qui parade dans des sommets internationaux, et il le fait depuis des années maintenant, les COP, qui sont ces conférences mondiales pour le climat, les sommets du G7, les sommets du G20, tout un tas de sommets comme ça internationaux où on voit Emmanuel Macron à la tribune prononcer de beaux discours. Il a le sens de la formule, il sait comment se positionner là-dessus. Et la réalité des actes concrets qui sont menés, notamment en France, avec une loi sur le climat qui a été adoptée il y a quelques mois et qui est loin d'être à la hauteur de cet enjeu-là, avec une convention citoyenne pour le climat qui était une bonne idée au départ, mais qui a donné finalement des résultats insatisfaisants. Enfin voilà, c'est-à-dire que la réalité montre que... Mais vous l'avez interpellé ? On l'a interpellé. Ah oui, on l'a interpellé à plusieurs reprises. Ça a fait bouger les lignes ? Mais non, parce qu'on n'y arrive pas. Non, parce qu'on n'y arrive pas. Je l'ai rencontré encore il y a quelques semaines où il a reçu un certain nombre d'organisations environnementales, dont Greenpeace. C'était il y a quelques semaines, oui. Il y a quelques semaines, avant le congrès mondial sur la protection de la nature qui avait lieu à Marseille. Et il nous a reçus et on lui a dit tout ça. On lui a redit tout ça. Tout ce qu'il a trouvé à nous dire, à nous rétorquer, parce que j'étais pas le seul à me plaindre de cette attitude, c'est de nous dire qu'on était trop sévère avec lui et trop sévère avec la France, qu'il fallait aussi regarder ce qui allait bien. Et on lui a dit qu'on regardait aussi ce qui allait bien, mais ce qui va bien, et il y a effectivement quelques mesures qui vont dans la bonne direction, ce qui va bien est loin d'être satisfaisant, est loin d'être suffisant pour faire face aux enjeux de perte de la biodiversité. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme principal message au chef de l'État, Emmanuel Macron ? Qu'il fasse ce qu'il dit, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas d'un côté dire qu'il faut transformer nos sociétés, qu'il faut transformer notre économie, qu'il faut transformer et qu'il faut agir sur les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre que sont en France le logement, le transport, l'agriculture. Tout ça, c'est lui qui l'a dit. On le dit nous aussi, mais il l'a dit tout ça. Et sauf qu'il ne le fait pas. Aujourd'hui, on se contente de petites mesures qui ne vont pas assez loin et qui parfois même nous font aggraver encore ce retard qu'on a. Alors, une dernière question sur évidemment le chapitre actualité. Jean-François Juliard, les canicules deviennent la norme aujourd'hui. On a le sentiment, je vous pose la question, la sécheresse, les événements météorologiques extrêmes menacent-ils la vie sur Terre ou pas du tout? Oui, absolument. Soyez francs, vraiment, oui, clairement. Mais oui, clairement. Ne tournons pas autour du pot. Non, mais je ne tourne pas autour du pot. Moi, oui, ça menace clairement la vie sur Terre et surtout dans certaines régions du monde qui sont plus exposées que d'autres. C'est vrai que ces phénomènes météorologiques extrêmes et dont les scientifiques établissent de plus en plus les liens entre ces phénomènes-là et le réchauffement du climat. Donc maintenant, aujourd'hui, on est de plus en plus sûr que ces phénomènes-là sont liés à ce réchauffement du climat et ces phénomènes vont se répéter et vont s'aggraver. C'est vrai qu'on va devoir apprendre à vivre dans un monde où il y aura de plus en plus de sécheresse, de plus en plus intense. À l'inverse, dans d'autres régions, de plus en plus de précipitations, donc ils vont créer des inondations, des glissements de terrain, etc. Et puis des tempêtes tropicales qui vont être de plus en plus intenses aussi et tout. Donc on est Vous êtes inquiet? On est inquiet, mais oui, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet et on a des raisons de l'être. Un peu inquiet? Non, très inquiet? Non, je suis très inquiet parce que moi j'ai un regard global sur la planète. La France n'est pas le pays qui va être le plus exposé et c'est pas le pays dans lequel il y a aujourd'hui déjà le plus grand nombre de victimes de ces phénomènes météorologiques extrêmes. Il faut regarder du côté de l'Asie du Sud-Est, du côté de certaines régions du continent africain. C'est là que sont aujourd'hui les vraies victimes des conséquences du réchauffement climatique. L'Amérique du Sud aussi. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, notamment cet été, avec, on l'a vu, des inondations par exemple particulièrement dramatiques et qui ont causé la mort de plusieurs personnes en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, donc aux ports de la France, et bien on se rend bien compte que même le continent européen est exposé et que même la France ne va pas échapper et n'échappe pas déjà d'ailleurs aux conséquences des dérèglements justement climatiques. Plusieurs photos. On peut les commenter ensemble justement, Jean-François Julien. On va faire défiler plusieurs photos pour nos téléspectateurs. Celle-là par exemple. Ça, c'est un message pour rappeler que l'urgence climatique est là. Alors, je ne sais pas où a été prise cette photo, mais c'est tout simplement pour essayer de dire les choses très clairement. C'est-à-dire qu'il y a une crise climatique et qu'il faut effectivement s'en occuper. Ça, c'était en Italie pour protester contre le fait qu'il y a encore trop d'utilisation des énergies fossiles, notamment en italien. Ouais, basta, c'est-à-dire assez trop d'utilisation des énergies fossiles, donc charbon, pétrole et gaz, qui sont aujourd'hui, on le sait, les principales cause de ce réchauffement climatique. Allez, une dernière, celle-là.
Alors ça, je ne sais pas où c'est. C'est à Londres, non ? C'est en Angleterre, oui. En C'est en Angleterre. Angleterre, je reconnais le bus. On a fait plusieurs actions en Angleterre récemment, là aussi pour dénoncer cette intoxication qu'on a, en Angleterre, mais pas que là, aux énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aujourd'hui, et ça c'est des militants de Greenpeace qui protestent là-dessus, qu'il faut apprendre aujourd'hui à inventer un monde et à vivre dans un monde où on n'est plus addict comme on l'est aujourd'hui au pétrole, au charbon et au gaz. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, qu'on réinvente notre monde et qu'on réinvente nos sociétés pour qu'elles soient moins dépendantes de ces énergies-là polluantes. On reviendra sur cette actualité concernant l'organisation. Ce que je vous propose tout de suite à ceux et celles qui nous regardent justement, c'est de mieux vous découvrir. Vous incarnez Greenpeace, mais on ne vous connaît pas assez suffisamment, Monsieur Julliard. Allons-y, tout de suite, générique. Jean-François Julliard, justement, vous avez toujours eu cette fibre de militantisme. Ça vient d'où? Reporters sans frontières à l'époque? Ou on remonte encore plus loin? Oui, je pense qu'on remonte encore plus loin. Je pense qu'on remonte à mes années de jeunesse et d'adolescence. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était très engagée sur des questions sociales, très politisée, avec des parents qui avaient déjà cet engagement-là sur des actions locales. Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Voilà. Et puis après, c'est venu, quand je suis venu faire des études à Paris, beaucoup de rencontres qui m'ont donné envie de m'engager. Lesquelles, par exemple? Ouais, des rencontres avec, je sais pas, des professeurs, des universitaires qui avaient le goût de cet engagement, qui pouvait être un engagement politique, qui pouvait être un engagement sociétal. Et puis c'est vrai que Reporters sans frontières, ça m'a permis de découvrir la planète, de voyager beaucoup rapidement. Donc très jeune, j'ai commencé à beaucoup voyager, notamment sur le continent africain. Et c'est vrai que ça a été une énorme claque pour moi de me confronter à tout un tas d'injustices dont je connaissais la théorie, mais pas la pratique et la réalité. C'est-à-dire que quand on débarque dans des pays où on voit, là en l'occurrence c'était sur les questions de liberté d'expression, des journalistes qui sont assassinés ou privés de leur liberté et des familles détruites tout simplement parce que ces gens-là ont voulu s'exprimer librement, ben voilà, on se retrouve confronté à ça et ça ne peut que nourrir un engagement. Jean-François Julliard, qui vous a donné envie? Plus jeune? Une anecdote certainement? Plein de gens, mais honnêtement, je me souviens d'une rencontre avec Robert Badinter, par exemple, un grand personnage, et je me souviens avocat, et qui est connu parce que c'est lui qui a contribué à l'abolition de la peine de mort en France, et je me souviens de l'avoir rencontré au tout début quand j'étais chez Reporters sans frontières, et de me dire, des gens comme ça, c'est vraiment à la fois très inspirant, très motivant. Il vous a inspiré? Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'il a une capacité de réflexion sur l'état du monde et un engagement extrêmement radical, tout en étant dans une espèce de sagesse et de réserve qui est assez phénoménale. Jean-François Julliard, pourquoi Greenpeace aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la préoccupation environnementale est l'une des préoccupations majeures de notre temps et l'actualité le montre. C'est vrai que les questions climatiques sont devenues des questions majeures pour beaucoup de gens sur cette planète-là. Et il y a une évolution très rapide. Moi, je suis arrivé chez Greenpeace il y a un peu moins de 10 ans. J'ai vu le changement en une dizaine d'années. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'une des préoccupations majeures des Françaises et des Français, mais pas que. On le voit à chaque fois qu'il y a des sondages avant des scrutins électoraux, par exemple, souvent les raisons pour lesquelles les gens vont aller voter, c'est leur inquiétude par rapport aux questions environnementales et écologiques. Depuis que vous incarnez Greenpeace, justement, en tant que directeur général, vous avez fait évoluer Greenpeace, votre organisation. Qu'est-ce qui vous a motivé? Plusieurs choses. C'est vrai que moi, je me suis senti extrêmement bien en arrivant déjà chez Greenpeace parce que le sujet et la cause me portent, ça c'est certain. Et puis aussi cette façon de faire. C'est vrai que l'engagement, la détermination, la radicalité d'une organisation comme Greenpeace, ça me plaît. Nos modes d'action me plaisent. On est capable à la fois d'envoyer un bateau sur les océans pour documenter des fonds marins. On est capable d'aller rencontrer des ministres et de leur dire fermement et franchement ce qu'on pense de leur action ou de leur manque d'action. On est capable de désobéir et de mener des actions désobéissantes quand c'est nécessaire. Je pense que Greenpeace a cette capacité à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour essayer de mener ces combats-là. Donc plus que jamais, vous restez critique, à la fois sur la question environnementale et climatique. Oui, parce que je pense qu'il faut rester critique, il faut continuer de dénoncer ces problèmes-là. C'est votre personnalité? Surtout, oui, de dénoncer surtout les responsables de ces problèmes. C'est-à-dire souvent j'entends, oui, il y a une crise climatique, et puis on s'arrête là. Mais il y a des responsables derrière cette crise climatique. Il y a des responsables historiques, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que notamment tout un tas d'entreprises d'extraction pétrolière ou d'énergie fossile sont les principales responsables de cette crise climatique. Il y a des responsabilités du côté des dirigeants politiques
politiques, passées, actuelles et futures. Et c'est vrai que moi j'ai souvent envie d'être là un peu pour les bousculer, pour les titiller et pour essayer de les motiver à faire mieux, parce qu'on a besoin que ces gens-là s'engagent vraiment et fassent mieux. S'engagent vraiment et fassent mieux. On va parler de votre organisation, votre ONG Greenpeace. Générique, c'est parti. Alors, l'organisation, justement, si vous pouvez nous rappeler brièvement, Jean-François Julliard, monsieur le directeur général, les débuts de Greenpeace, il y a 50 ans, une action inédite pour témoigner et s'opposer à l'aventure de Greenpeace qui commence le 15 septembre 1971. En quelques mots. Oui, en quelques mots, en 71, il y a une bande de militants écolos et pacifistes canadiens et nord-américains qui s'engagent sur un combat commun qui est celui de l'opposition à des essais militaires nucléaires qui sont menés par l'armée américaine. À l'époque, le nucléaire, c'est avant tout une arme, et les États-Unis, l'armée américaine mène des essais pour l'arme atomique en plein océan, donc dans le Pacifique, en plein océan, au large de l'Alaska. Et ces militants de Greenpeace partent de Vancouver avec un bateau un peu rafistolé et vont essayer d'aller là où ça se passe, c'est-à-dire au large de l'Alaska, pour s'opposer à ces essais militaires nucléaires américains. Et c'est ça qui a fondé Greenpeace. Monsieur le directeur général, est-ce que c'est finalement les mêmes valeurs, elles ont été changées, inchangées depuis 50 ans, depuis l'existence? J'ai envie de vous dire, est-ce que vous restez dans le registre, la non-violence, l'indépendance et les opérations coup de poing? Oui, toujours les mêmes valeurs? Ça n'a pas changé. Les fondamentaux restent. C'est-à-dire qu'on est effectivement une organisation profondément non violente, fermement indépendante des pouvoirs politiques et des pouvoirs financiers, ce qui fait que Greenpeace est financé à 100% par des dons de particuliers, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucune subvention d'aucun État, d'aucune institution européenne ou autre et tout ça. On ne reçoit bien sûr aucun euro d'aucune entreprise. C'est même interdit dans nos statuts, donc c'est un financement totalement indépendant. Et on est très attaché à ça. Ensuite, ces valeurs fondamentales restent. Sont les mêmes qu'il y a 50 ans. Elles sont les mêmes qu'il y a 50 ans. Ensuite, nos façons de faire ont évolué parce qu'on s'adapte aussi aux changements dans le monde. On est aujourd'hui très présent. Donc l'ADN reste la même. L'ADN reste la même. Et puis après, les outils évoluent parce que le digital n'existait pas il y a 50 ans et aujourd'hui, on est très présent sur les espaces digitaux. On apprend à manier l'outil juridique, par exemple, comme on ne le faisait pas il y a 50 ans. Donc on évolue. Comment se porte ce bébé Greenpeace qui est devenu une femme mature aujourd'hui? Est-ce qu'elle l'est vraiment mature aujourd'hui, cette femme? En fait, c'est une organisation, vous savez, on est présent dans un peu plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde. Donc il y a des pays dans lesquels ça se passe bien et on a atteint une sorte de maturité qui fait que Greenpeace n'est plus menacé de disparition comme c'était le cas aujourd'hui, comme c'était le cas hier. Par exemple en France, aujourd'hui, a priori, on se porte bien dans le sens où on est là, on est présent, on a atteint une certaine taille et tout ça. On n'est pas menacé de disparition en tout cas. Et à l'inverse, dans d'autres pays, c'est bien plus compliqué. C'est extrêmement difficile pour Greenpeace de travailler en Russie, en Chine, en Inde, parce qu'il y a des pouvoirs politiques qui trouvent qu'on n'est pas forcément les bienvenus, qu'il faut toujours essayer d'aller dire les choses fermement, mais tout en tenant compte du contexte local. Donc ça reste une organisation qui n'est pas toujours bienvenue, parce qu'on dit les choses franchement et qu'il faut protéger et qu'il faut continuer à développer. Monsieur le directeur général, justement, ce que je vous propose tout de suite, c'est 50 ans de mobilisation, 50 ans de combat, 50 ans de victoire aussi, on va en parler, 50 ans de non-violence, 50 ans d'indépendance politique et financière, 50 ans au service de la planète, 50 ans d'espoir. Le film qu'on vous propose de regarder retrace les 50 ans de Greenpeace. Regardons cela et on revient tout de suite après. 50 years ago, a small group of activists set sail for a nuclear test zone in an old fishing boat. Departing from Vancouver, the goal of the 12 people aboard the small ship dubbed the Greenpeace was to halt a U.S. nuclear weapons test at Amchitka Island off the coast of Alaska. Out of that first act of protest in 1971, Greenpeace was formed, and in 5 decades, we have grown from this small group to a global environmental organization that operates in 57 countries and works alongside allies and mass movements around the world. Over time, we have campaigned on many environmental issues, deployed different nonviolent tactics in different places all over the earth. But the heart of what we do hasn't changed. We give this fragile earth a voice, we inspire hope through action, we believe that 1 billion acts of courage can spark a brighter tomorrow.
As part of our 50th anniversary, we are looking back at all that has been achieved and look forward to all the work we must do to ensure a green and just future for all. Alors justement, monsieur le directeur général, Jean-François Julliard, 50 ans de mobilisation, est-ce que ça a servi à quelque chose entre nous ? Oui. Ça vous fait sourire, oui. Oui, non, mais parce qu'on me pose souvent la question. Oui, on a servi. Moi, je pense que la principale avancée qu'on a obtenue, c'est finalement cette prise de conscience mondiale qui est là de ces enjeux climatiques et environnementaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le climat est partout dans nos discussions. Discussions de famille, discussions politiques, discussions entre collègues. Les gens parlent bien plus que jamais d'environnement, de climat, de biodiversité, de la nature qui disparaît, des pollutions autour de nous. Donc on a servi à cette prise de conscience. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est transformer cette prise de conscience mondiale en passage à l'action. Ce qui nous manque, c'est un passage à l'action. La prise de conscience, elle ne suffit pas à changer le monde. Or, nous, on a à cœur d'essayer de changer le monde. Donc il faut transformer cette prise de conscience que les gens ont acquise, et c'était un premier pas nécessaire. Maintenant, en passage à l'action, c'est-à-dire qu'il faut changer nos actions. Chacun peut agir au niveau individuel, mais surtout agir au niveau collectif. Collectif, justement, on va parler des principales campagnes, par exemple le déchet nucléaire, certainement on va les voir défiler à l'écran, stop au trafic radioactif, mettre fin à l'emprise totale, déforestation et élevage, stop au massacre, non aux OGM masqués. Dites-moi finalement, est-ce que vous pensez vraiment, monsieur le directeur général, que vos campagnes ont un écho auprès du grand public ? Oui, je pense, parce qu'on essaie de dire les choses très franchement et très directement. Et si j'en juge par les retours qu'on a, parce que les gens nous parlent et puis on rencontre les gens le plus possible aussi et tout ça, les gens ne sont pas indifférents à ce qu'on dit. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent, c'est tant mieux. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'adhèrent pas. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Ça crée aussi du débat et de la discussion. Quand on dit qu'il faut sortir du nucléaire, ça crée un débat, parce qu'il y a beaucoup de gens... Mais ça s'adresse à qui ? Aux dirigeants ? Aux industriels ? Ça s'adresse à tout le monde. Comme public, précisément. Ça s'adresse à tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde dans ces discussions-là, que ce soit sur le nucléaire, vous parliez de l'agriculture, l'alimentation, la protection des océans, enfin tous les sujets sur lesquels on agit. Vous ciblez pas vos campagnes ? Si, on cible nos campagnes. Tous les messages ne sont pas adressés aux mêmes personnes. Selon les, on va les voir certainement défiler. Voilà, selon les outils qu'on va utiliser, on va avoir des messages qui vont être adressés aux responsables politiques avant tout, parce que pour nous aujourd'hui, une bonne partie de la résolution de ces problèmes est entre les mains des responsables politiques, parce que ce sont eux qui peuvent agir à travers des normes, des lois, des réglementations, donc ce sont eux qui peuvent agir le plus, bien plus que tout autre. Ensuite, on a des messages qui s'adressent aux chefs d'entreprise, parce que les entreprises, notamment les grandes entreprises multinationales, ont un rôle clé à la fois dans la pollution dont elles sont responsables, mais aussi dans la résolution de ces pollutions et dans le changement de pratiques. Et puis on s'adresse aux citoyennes et citoyens, parce que et ça marche ? Oui. Ça marche ? Vous avez des retombées ? Vous avez des retours ? Oui, bien sûr. Par exemple, est-ce que ça mord à un moment ? Bien sûr que ça mord. Les gens entendent nos messages. Après, ce n'est pas pour ça qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, notamment les responsables politiques ou les acteurs économiques. Mais malgré tout, ces messages sont entendus. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont changé leurs pratiques, pas suffisamment selon nous, bien sûr, mais ont changé leurs pratiques parce qu'à un moment donné, elles ont bien senti qu'il fallait le faire, parce que les organisations environnementales, pas que Greenpeace d'ailleurs, étaient un peu derrière leur dos. Je m'adresse au patron de Greenpeace, donc vous. Est-ce qu'il y a une campagne dont vous êtes vraiment le plus fier, celle qui vous a vraiment fait plaisir ? Enthousiasmé, encouragé Non, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, mais si, il y en a une parce qu'en fait, elle n'existait pas quand je suis arrivé. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et je suis très fier d'avoir été parmi ceux qui ont poussé pour qu'on se lance sur ces sujets-là, parce que c'est majeur. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, et ça c'est un message qu'on continue à faire passer parce qu'il n'est pas suffisamment entendu, que ce qu'on mange a un impact direct sur l'environnement. C'est-à-dire que selon ce qu'on a dans notre assiette tous les jours, l'impact pour l'environnement, pour la pollution de l'eau, pour la pollution des sols, pour la déforestation, etc., pour le climat même, n'est pas le même. Donc ça, c'est important de savoir que notre alimentation a un impact et qu'il faut notamment, j'en profite pour faire passer un message, qu'il faut réduire notre consommation de protéines animales, c'est-à-dire manger moins de viande, moins de poisson, moins de produits laitiers.
Eh bien, écoutez, on prêtera attention. Moins de viande, moins de poisson, on va finir vegan, c'est ça? Végétarien, c'est bien. Végétarien. Végétarien, c'est bien. Ça fait du bien à la planète, ça fait du bien à la santé et vous verrez beaucoup d'avantages. Dites-moi, Jean-François Julliard, justement, on va parler de vos succès. 50 ans de mobilisation, c'est aussi 50 ans certainement de victoires. Et parmi les plus grosses victoires, il y a celle qui a réuni 2,3 millions de soutiens. L'affaire du siècle. Alors, parlons-en. Le tribunal administratif de Paris a rendu, il y a quelques semaines à peine, 14 octobre, quelques jours même, le 14 octobre dernier, sa décision finale dans l'affaire du siècle. Parlons-en justement. Vous pouvez prendre quelques minutes pour en parler? Oui, bien sûr. Donc l'affaire du siècle, c'est un recours juridique qu'on a intenté avec 3 autres organisations, donc Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot, Notre Affaire à tous et Greenpeace, donc, contre l'État français pour son manque d'action climatique. C'est-à-dire qu'on a demandé au tribunal administratif de Paris de constater que l'État, donc ça ne veut pas dire le gouvernement actuel seulement, c'est aussi les autres gouvernements avant qui n'ont pas fait suffisamment, mais donc l'État français n'a pas fait assez pour agir contre le dérèglement climatique. Et donc on a fourni tout un tas de documents au tribunal administratif pour qu'il constate que la France a pris des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, de développement des énergies renouvelables, de réduction de notre consommation d'énergie. Donc c'est des objectifs que la France a pris, c'est pas Greenpeace qui les a pris, c'est la France qui les a pris, l'État français, et que la France n'a pas été en mesure d'atteindre ces objectifs qu'elle s'est elle-même fixés parce que les plans d'action n'ont pas suivi. Et c'est ce que le tribunal administratif est venu confirmer. Donc c'est une excellente nouvelle pour vous? C'est une excellente nouvelle parce que oui, on savoure parce que ça prouve que la justice peut être notre allié dans ce combat pour le climat et qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à se faire entendre d'un gouvernement, c'est le cas avec le gouvernement actuel, eh bien on se dit que peut-être que le gouvernement écoutera plus le tribunal administratif de Paris et corrigera plus ses feuilles de route et ses politiques publiques et ses plans d'action si c'est le tribunal administratif qui a pris une décision, comme c'est le cas, pour contraindre l'État à le faire. Monsieur le directeur général, justement, comment vous l'interprétez cette victoire, que vous qualifiez d'ailleurs d'affaire du siècle, hein? Parce que c'est inédit, c'est-à-dire que la justice jusque-là était tenue un peu à distance de ces combats pour la protection de l'environnement. Et on a réussi, mais on n'est pas les seuls, il y a eu des victoires comme ça aux Pays-Bas, il y a eu des victoires récemment en Allemagne ou dans d'autres pays. Il y a beaucoup de recours climatiques, comme on les appelle, qui sont lancés dans différents pays. Et ça prouve que la justice peut venir effectivement condamner un État parce qu'il n'en a pas fait assez. Et lui demander de faire plus surtout. C'est ce qu'on a obtenu auprès du tribunal administratif de Paris il y a quelques jours. Donc ça veut dire que les gouvernements ne peuvent pas faire la sourde oreille à une décision de justice comme celle-là. Ils doivent écouter le tribunal administratif. L'État est un justiciable, pas comme les autres, mais c'est un justiciable aussi, et qu'à un moment donné, le gouvernement doit entendre et doit respecter la condamnation du tribunal administratif. Donc le combat continue, si j'ai bien compris. Le combat continue, absolument. Ouais. Quels sont les chantiers prioritaires dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? Quelle est votre actualité, justement? Il y a beaucoup de choses. Là, on travaille beaucoup sur J'ai bien compris une BD, non? Alors moi, j'ai publié une BD il y a quelques jours sur le risque nucléaire qui s'appelle Accident majeur, et parce que la question du risque nucléaire est très présente. Et d'ailleurs, on travaille aussi beaucoup sur l'exportation des déchets nucléaires vers la Russie depuis la France, qui a repris alors que que ça avait été abandonné il y a quelques années. Donc ça prouve qu'il faut se remobiliser autour de la question du nucléaire. En plus, on a un président Emmanuel Macron qui s'affirme de plus en plus comme pro-nucléaire. Donc il faut rappeler que le nucléaire n'est pas du tout une solution au dérèglement climatique, quoi qu'en disent les partisans du nucléaire. Et puis on continue de travailler sur cette intoxication dont je parlais tout à l'heure aux énergies fossiles, et notamment à l'emprise qu'a un groupe comme Total, le groupe français, mais mondial aujourd'hui, sur tout un tas de pans de notre vie, notamment les institutions culturelles. Il faut savoir que Total est mécène de tout un tas d'institutions culturelles, de musées, d'opéras en France, et ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse continuer à faire comme si l'industrie des énergies fossiles était une industrie comme les autres. Il faut aujourd'hui considérer l'industrie des énergies fossiles, donc le pétrole, donc un groupe comme Total, comme aussi nocif que le tabac ou l'alcool par exemple, et ne plus les considérer. En quelques secondes, puisqu'on arrive au terme évidemment des engagés de cette interview inédite, je dois le dire, puisqu'on apprend à mieux vous connaître. Vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste pour l'avenir, notre Terre et les humains? Non, quelques secondes. Oui, en quelques secondes, je suis lucide sur le constat. La planète va mal. Les écosystèmes, la nature, notre environnement va mal. Tous les indicateurs sont dans le rouge, ça c'est clair. Donc il faut être lucide sur ce constat-là. Mais je reste optimiste parce qu'on connaît les problèmes, on connaît les solutions. Et maintenant, finalement, il ne tient qu'à nous, toutes et tous, de nous engager plus et de résoudre ces problèmes-là. Comment vous voyez Greenpeace dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Alors, notre plus grand rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de Greenpeace un jour. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas pour tout de suite. Donc Greenpeace va
continuer d'agir, notamment dans les pays où les crimes environnementaux sont les plus grands. Donc on essaie d'agir le plus possible en Asie, sur le continent africain, en Amérique du Sud, dans toutes les régions où il y a besoin d'être plus présent encore pour continuer à cet éveil des consciences, à cette prise de conscience et à ce passage à l'action dont je parlais tout à l'heure. Éveil de conscience. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous regardent? De réfléchir à leur propre engagement, parce qu'encore une fois, on ne peut pas individuellement changer le monde, mais on peut tous y contribuer. On peut tous faire des choix de société au quotidien, à travers ce qu'on achète, à travers les objets qu'on utilise, à travers la manière avec laquelle on se déplace. On a tous un impact plus ou moins grand sur le climat et sur l'environnement, donc on peut tous s'engager à notre manière. Vous avez raison. Eh bien écoutez, j'espère que le message est passé. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc Jean-François Julière, le directeur général, le patron de Greenpeace, cette organisation qui fête ses 50 ans. Je ne sais pas si on peut finir avec l'émission, l'interview, avec l'affiche des 50 ans. Elle est pas mal, j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est les premiers, les pionniers, comme on les appelle, qui ont créé Greenpeace il y a 71. C'est eux. Et qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'imaginaient pas qu'ils allaient créer une organisation qui fêterait un jour ses 50 ans. Eh bien, on quitte cette émission avec cette belle affiche. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Télé Sud, ici même, dans Les Engagés. Portez-vous bien, restez fidèles à la chaîne. Ciao, ciao.